Au début du film, on voit une petite fille nommée Suzu en train de marcher au bord d'un fleuve. Un vieux sur une pirogue la demande où est-ce qu'elle va comme ça. Suzu dit qu'elle est en route pour Futaba pour livrer des algues. Elle explique que c'est son frère qui y va d'habitude mais puisqu'il est malade, elle va donc à sa place. Elle dit ensuite qu'elle ira acheter des bonbons pour son frère et sa sœur après avoir livré les algues. Arrivée à destination, elle descend puis le vieux continue son chemin. Plus tard Suzu livre les algues puis va se promener dans le marché, courant par-ci par-là toute la journée. De retour à la maison, Suzu raconte à sa sœur Sumi qu'elle s'est perdue en ville en rentrant à la maison. Sumi s'approche et demande qu'est-ce qu'elle est en train de dessiner. Elle répond que c'est un monstre. Elle dit quand elle s'est perdue, elle a rencontré un homme qui l'a portée sur ses épaules. Elle continue en disant que l'homme lui a prêté ses jumelles afin qu'elle puisse retrouver son chemin, mais alors qu'elle regarde les environs avec les jumelles, elle est accidentellement tombée dans le panier dont l'homme porte au dos et y a trouvé un petit garçon. Le garçon lui dit que l'homme est en fait un voleur d'enfants et que tous les deux ont été kidnappés. Suzu parvient ensuite à tromper l'homme qui tombe par terre puis s'évanouit. Le garçon lui remercie pour l'avoir libéré des griffes du bonhomme. Après avoir raconté l'histoire à sa petite sœur, elle continue de dessiner mais elle est soudainement grondée par son frère Yoichi. Plus tard, Suzu, Yoichi et Sumi doivent se rendre de l'autre côté du fleuve mais à cause de la basse marée du printemps, ils vont pouvoir le traverser sans souci. Ils apportent une pastèque avec eux, et en cours de chemin, Suzu et Sumi discutent de qui va porter le sac. Yoichi les gronde pour les calmer puis il demande Sumi de porter la pastèque. Elle prend le sac puis le trio se met en route. Mais soudain, sa sœur glisse accidentellement et tous les trois tombent dans la boue. Arrivés de l'autre côté, leur oncle les demande ce qui s'est passé. Chacun donne sa version des faits mais ils décident d'ignorer leur explication puis les lave. Plus tard, la grand-mère de Suzu l'habille avec un nouveau kimono dont elle vient tout juste de coudre pour elle. Ensuite leurs parents arrivent puis la petite famille se met en route pour la tombe familiale. Une fois à destination, les enfants font la sieste pendant que les adultes discutent des affaires de tous les jours. Alors que Suzu compte le nombre de bois qui constituent le plafond, elle voit une fillette qui a l'air de se cacher. Elle descend ensuite et marche lentement vers le reste de la pastèque puis commence à manger. Suzu se lève et la salue puis la demande si elle en veut plus. La fillette accepte mais disparaît avant qu'elle ne retourne. Après, leur père les réveille et les demande de se préparer à rentrer avant que la marée ne remonte. Suzu demande ensuite à sa grand-mère si la fillette reviendra pour manger la pastèque dont elle l'a apportée. Sa grand-mère dit absolument. Ensuite il retourne à la maison. Dans la scène suivante, la famille effectue des travaux de champ. Suzu demande à sa mère de lui donner de l'argent afin qu'elle puisse s'acheter un nouveau crayon car elle en a besoin. Plus tard Suzu va à l'école avec sa sœur. En classe, elle utilise un couteau pour tailler le petit crayon qu'elle possède. Le professeur les donne un devoir qui consiste à dessiner un tableau et qu'il soit le plus réaliste que possible. Puis il les dit qu'ils pourront rentrer dès qu'ils finiront le devoir. Plus tard, les élèves montrent leurs dessins au professeur. Après avoir vérifié chacun des dessins, il dit que celui de Suzu est vraiment impressionnant. Suzu rentre chez elle puis dit à sa mère qu'elle va en brousse pour ramasser des épines. En brousse, elle tombe sur un jeune garçon appelé Mizuhara assis au bord de la mer. Elle lui demande alors s'il n'a pas l'intention de rentrer à la maison tant qu'il ne complétera pas son tableau. Mizuhara répond qu'il n'a tout simplement pas envie de rentrer chez lui car ses parents sont tout le temps en train de boire et ne travaillent pas. Puis il demande Suzu de dessiner pour lui, ce dont elle fait. Dans la scène suivante, on est informé que les troupes de la marine impériale japonaise sont à l'est de l'océan Pacifique, donc en guerre. Ensuite, on voit Suzu ramasser des algues. Après avoir passé toute la journée à exécuter différents travaux, elle se met à table avec sa famille. Sa grand-mère lui dit que l'homme avec lequel elle va se marier ne sera pas de leur village, même chose pour sa petite sœur. Elle lui explique ensuite que ce n'est pas intéressant de se marier près de chez soi. Alors qu'elle continue la discussion, une femme l'informe qu'elle vient de recevoir un appel disant qu'un garçon a fait tout le chemin depuis une ville nommée Kure pour demander sa main. Sa grand-mère lui offre une robe de mariage dont elle avait elle-même utilisé dans le passé. Suzu va ensuite à la rencontre du mystérieux garçon. En cours de route, elle voit un garçon et pense que c'est son prétendant. Elle s'approche lentement du jeune homme mais quand elle lève les yeux pour le regarder, elle est sous le choc.
Le garçon est en fait Mizuhara. Suzu lui demande si c'est donc lui son prétendant, mais Mizuhara la demande si elle est folle. Il l'explique ensuite qu'il est juste rentré pour l'anniversaire de la mort de son frère. Plus tard, elle voit un jeune garçon qui se nomme Shusaku avec son père chez elle et se rend compte qu'il s'agit de son prétendant. Elle va en promenade et se demande si elle doit accepter de se marier avec lui. Soudain, Shusaku avec son père lui demande où se trouve la gare routière sans savoir que c'est elle en fait Suzu. Plus tard, la famille décide d'aller à Kure, chez le futur mari de Suzu. Arrivés, ils sont accueillis par Kobayashi, la tante de Shusaku. Suzu avance et dit que c'est un honneur de devenir sa belle-nièce. Ils marchent ensuite pendant un bout de temps avant d'arriver à destination finale. Pendant la cérémonie, le père de Suzu s'excuse pour avoir exigé un mariage simple, mais que c'est en fait le souhait de sa fille. Après la cérémonie, ils passent au festin. Ils mangent, rigolent, bref tout le monde fait la fête. Après avoir passé un bon moment ensemble, les invités rentrent chez eux à la tombée de la nuit. Plus tard, Suzu va à la cuisine pour faire la vaisselle. Ensuite elle va à la douche prendre un bon bain chaud, puis entre dans la chambre où son mari l'attend. Son mari lui demande si elle a apporté un parapluie avec elle, ce dont elle répond oui. Il l'emprunte et l'utilise pour prendre des kakis séchés qui étaient suspendus dehors. Ensuite, il donne un à Suzu puis les deux dégustent. Shusaku la fait des compliments sur sa beauté puis il passe à l'acte. Elle se réveille très tôt le matin, va puiser de l'eau et revient préparer le petit déjeuner pour sa famille. Pendant le petit déjeuner, Suzu demande l'adresse de leur maison. Après, les parents de Shusaku quittent la maison pour le travail. Dans la journée, alors qu'elle fait la lessive, une femme arrive et la donne une sorte de lettre et dit que c'est pour aider au rationnement. Apparemment, les habitants de la ville de Kure travaillent tous pour la marine. Plus tard, Suzu et deux autres femmes partagent et servent la ration alimentaire aux habitants. Après, alors qu'elle range des habits, Suzu tombe sur une jolie robe et un chapeau caché dans l'une des boîtes. Sa belle-mère l'explique qu'elle appartenait à sa fille Keiko qui la portait pour aller au restaurant ou au cinéma. C'est ce qu'elle portait quand elle a rencontré son futur mari. Plus tard dans la journée, Keiko arrive à la maison. Contente de la voir, Suzu la salue et la souhaite la bienvenue mais cette dernière ne semble pas avoir passé une bonne journée. Elle dit qu'elle s'attendait à voir une fille élégante d'Hiroshima, puis demande Suzu de se coudre une tenue plus correcte. Ensuite Suzu décide de la surprendre et de coudre une très belle tenue toute seule. Pendant qu'elle travaille, la fille de Keiko vient se présenter et dit qu'elle s'appelle Harumi, puis les deux discutent. Suzu finit de coudre sa tenue et fabrique un petit sac à main pour Harumi. Plus tard la famille passe à table. Suzu remercie Keiko pour l'avoir encouragée à transformer son kimono. Après le dîner, les filles vont prendre un bain chaud et discutent entre elles de leur journée. Suzu demande Keiko comment ça se passe dans son groupe de bénévoles. Elle répond qu'elle commence à s'habituer et que c'est mieux que de ramasser des algues. Ensuite les deux vont au lit et continuent la conversation. Loin dans le film, on voit Suzu assise seule en train de dessiner les navires de la marine impériale, mais elle est soudainement interrompue par les gardes. Elle essaie ensuite de s'expliquer mais les gardes décident de confisquer son carnet de dessin. Les gardes l'amènent ensuite chez elle et dit à sa belle famille qu'elle était en train d'espionner les navires de la marine, puis ils procèdent à un interrogatoire. Ils décident finalement de n'arrêter personne mais ils les demandent de surveiller Suzu car elle pourrait bien être une espionne de l'armée américaine. Shusaku arrive exactement au moment où les gardes quittent les lieux. Keiko lui explique la situation mais ils se mettent tous à rire et demandent Suzu de ne pas s'inquiéter. Plusieurs mois se sont maintenant écoulés. Un beau jour, un des amis d'enfance de Suzu, Mizuhara la rend visite. Il dit qu'il a été affecté au croiseur Aoba, qui est stationné à Kure. Ensuite il taquine Suzu pendant un bout de temps et raconte des histoires de leur enfance. Plus tard, Shusaku remet du feu pour s'échauffer à Suzu et la demande de la porter à Mizuhara qui s'est installé dans la chambre des invités pour passer la nuit. Comprenant que cette occasion pourrait être la dernière chance de Suzu de voir Mizuhara vivant, Shusaku lui dit qu'elle pourrait discuter avec lui sans souci. Elle va ensuite dans la chambre de Mizuhara puis les deux ont une conversation. Après quelques instants, Mizuhara essaie de l'embrasser mais Suzu se met en colère et lui demande pourquoi il ne l'a jamais déclaré ses sentiments pendant tout ce temps. Suzu se calme ensuite et les deux discutent tranquillement. Plus tard Mizuhara lui dit qu'il ne peut pas passer la nuit, donc décide de partir. Le printemps suivant,
Shusaku est enrôlé par la marine et temporairement cantonné avec des troupes dans une ville à 65 km de Kure. Après plusieurs mois, pendant une belle journée, leur ville est attaquée par les avions américains qui frappent les navires de la marine impériale avec des centaines d'obus. Le beau-père de Suzu est gravement blessé pendant l'attaque, il est donc admis à l'hôpital. Plusieurs mois se sont maintenant écoulés. Un jour, Suzu lui rend visite à l'hôpital puis ils discutent de la situation de l'armée. En rentrant à la maison, la ville subit une nouvelle attaque avec une pluie de bombes. Tout le monde court pour aller se cacher dans les forteresses anti-bombes. Alors qu'elles sont dans la forteresse, Harumi dit qu'elle a peur. Suzu dessine donc sa mère pour la consoler et dit qu'elle est toujours avec elle. Quand les choses se calment, elle sort et se lave le visage. En rentrant, elle s'arrête quelque part pour vérifier si le train qui va vers leur quartier était toujours sur place. Mais par malheur, elles se sont arrêtées sans savoir à côté d'une bombe à retardement. Puis tout d'un coup, la bombe explose tuant Harumi sur le coup. Keiko la blâme d'être responsable de la mort de sa fille. Apparemment Suzu n'est non plus pas sortie indemne, elle a perdu une main. Après des mois, alors que tout a l'air de rentrer en ordre, la ville subit une autre attaque meurtrière détruisant des centaines de maisons. Heureusement, leur maison n'a subi que peu de dommages. Plus tard, sa sœur Sumi la rend visite et l'offre des cadeaux qu'elle a apportés avec elle et les deux ont une longue conversation. Dans la scène suivante, elles sortent pour une promenade. Elles vont au centre-ville et se rendent compte que la ville a totalement été rasée. Sumi lui propose ensuite de revenir vivre avec eux à Hiroshima puisque là-bas il y a peu de bombardements. Mais Suzu l'explique que les choses sont plus compliquées que c'en a l'air. Elle dit ensuite au revoir à Sumi qui rentre à Hiroshima. Les mois suivants sont une longue série d'alertes, de bombardements et de destructions. Pendant l'une des nombreuses attaques, la famille se prépare à aller s'abriter dans la forteresse la plus proche. Suzu qui n'a plus qu'une seule main est en retard. Alors qu'elle part rejoindre les autres, un avion la prend pour cible et tire sur elle mais elle est sauvée par Shusaku qui la demande ensuite si elle essaie de se suicider. Suzu répond qu'elle était déconcentrée, puis dit qu'elle veut rentrer à Hiroshima. En colère, Shusaku la demande pourquoi elle voudrait le quitter, est-ce à cause des raids aériens ou bien à cause de Harumi. Suzu dit qu'elle veut tout simplement rentrer à Hiroshima. Il lui dit donc de faire comme bon la semble. Après le raid, les choses reviennent à la normale. Lors d'une conversation avec Suzu, Keiko s'excuse de l'avoir blâmé de la mort de sa fille Harumi. Soudain, la maison commence à trembler puis tout le monde se demande ce qui ne va pas. Quand ils vont dehors, ils voient un gros champignon de nuages au-dessus d'Hiroshima. Suzu est inquiète puisqu'elle n'a aucune nouvelle de sa famille qui vit à Hiroshima. Plus tard, les femmes du quartier se réunissent pour fabriquer des sandales avec de l'herbe qu'elles porteront pour se rendre à Hiroshima pour aider si nécessaire. Le soir, Shusaku les informe que la bombe qui était lâchée sur Hiroshima est un tout nouveau type de bombe, donc ils n'ont aucune idée de sa nature et de son potentiel destructeur. Quelques jours plus tard, l'empereur annonce la capitulation du Japon dans une allocution radio, marquant ainsi la fin de la guerre. Suzu, qui a fait face à de nombreux revers et tragédies pendant la guerre et qui s'est habitué à l'objectif unique de maintenir sa famille en vie, est forcé d'accepter la réalité de ses pertes et tombe dans un désespoir temporaire. Bientôt, le vent tourne, les forces d'occupation américaines, qui ne sont plus l'ennemi, arrivent à Kure et fournissent de la nourriture à ses citoyens. Suzu se rend au domicile familial de sa grand-mère à Kusatsu, une ville rurale à l'ouest d'Hiroshima et à l'extérieur de la zone touchée, pour voir sa sœur Sumi, qui avait plutôt quitté Hiroshima. Il se trouve qu'elle est la seule survivante de sa famille. Cependant, Sumi est tombée gravement malade à la suite du rayonnement de la bombe atomique. Shusaku, qui est revenu de son service naval, rencontre Suzu dans une zone déserte d'Hiroshima et l'informe qu'il a trouvé un nouveau travail. Il lui dit ensuite qu'il est impossible de remonter le temps et la demande de continuer d'évoluer tout comme la ville d'Hiroshima. Il rencontre une jeune fille, une orpheline de guerre qui lutte pour survivre dans les ruines après la mort de sa mère, et l'emmène chez eux à Kure. À la maison, il découvre que l'enfant a des vermines sur ses habits puis décide donc de lui faire couler un bon bain chaud et de changer ses vêtements. C'est tout pour ce résumé d'animé. Abonnez-vous pour plus de résumés d'animés comme celui-ci, activez la notification et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.